On a tous eu cette peur au moment de se lancer dans l'achat de son premier bien immobilier, et si le locataire ne me paye pas, comment est-ce que je fais? C'est, je pense, une des plus grandes barrières à l'entrée de l'investissement immobilier, l'investissement dans la pierre. Et les amis, je vais vous le dire, c'est souvent à tort. Parce que cette hypothèse, même si elle existe, elle a en réalité très peu de chances de se produire. Et en plus, avec une bonne méthode, bien rodée, bien ficelée, il est possible d'abaisser encore ce risque, voire même d'avoir une assurance loyer impayé gratuite pour le propriétaire, chose que peu de gens connaissent mais qui est pourtant accessible quasiment à tous. Ces différentes astuces pour éviter les loyers impayés, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti. Alors partons déjà d'un constat, à l'échelle nationale, en France, sur le territoire français, il y a environ, à l'heure où je tourne cette vidéo, 3% de loyers impayés. C'était un petit peu moins avant 2020, ça a augmenté un petit peu avec la période Covid et ça continue d'augmenter puisque nous sommes en période d'inflation. Et comme vous allez le voir, l'inflation mène forcément à une mise en difficulté des ménages et donc à un petit peu plus de loyers impayés. Alors déjà, ce qu'il faut savoir statistiquement également, c'est que dans 50% des cas, ce loyer impayé n'excède pas un mois, c'est-à-dire que le locataire ne va pas vous payer le mois de juillet, mais par la suite il va se remettre à payer au mois d'août et ce sera donc un événement isolé sur le plan temporel. Dans les 50% d'entre cas, tout ça va se chroniciser et va mener à des décisions plus ou moins drastiques de votre part en tant que propriétaire. Ça veut quand même dire statistiquement les amis qu'il vous faudra acheter 33 biens immobiliers avant d'avoir un impayé. Et quand vous aurez 33 biens immobiliers, je peux vous le dire d'expérience, un locataire qui ne paye pas, ce sera un tracas certes, mais pas un problème. Maintenant, il faut aussi savoir que les loyers impayés à l'échelle nationale, ça dépend des zones. Il y a beaucoup plus de loyers impayés en Île-de-France, par exemple, aussi parce qu'il y a plus de personnes, mais aussi parce que le pourcentage de personnes qui sont locataires de leur résidence principale est plus important. Si vous vous éloignez des grandes villes, que vous allez à la campagne, la plupart des gens sont propriétaires et non pas locataires. Il y a donc beaucoup moins de loyers impayés en province. Enfin, troisième paramètre, les loyers impayés, ça ne touche pas tout le monde. En général, il y a une classe qu'on dira la plus pauvre à l'échelle nationale. Pour des gens qui ont des revenus inférieurs à 1500 € par mois, il y aura en général très peu d'impayés. Pourquoi? Parce que le loyer est dans la majeure partie payé par l'APL, par la CAF et les différentes aides auxquelles on peut avoir accès en tant que locataire. Ensuite, il y a une tranche pour les personnes qui gagnent plus de 3000 € par mois où là aussi il y aura très peu de loyers impayés. En général, ils vivent quand ils sont locataires dans des appartements plutôt haut de gamme avec des loyers dépassant les 800 voire même 1000 € par mois, des pavillons individuels, etc., etc. Et donc c'est encore une catégorie de population qui est assez épargnée, mais encore et toujours, vous me voyez venir, la partie de Français qui est le plus touchée par ces problèmes de loyer impayés, c'est bien la classe moyenne, c'est-à-dire les personnes qui gagnent entre 1500 et 3000 € par mois. Enfin, dernier paramètre de notre constat, mais qui est super important, c'est que la maladie de l'impayé, c'est une maladie qui est contagieuse. En général, quand un propriétaire a commencé à avoir un, puis deux impayés, il en aura un troisième, un quatrième, etc., etc. Alors qu'à l'inverse, on observe statistiquement des millions de propriétaires en France qui n'ont jamais eu un seul impayés de leur vie. Tout ça est la traduction du fait qu'il y a bien une façon de sélectionner ses locataires correctement, de proposer des produits sur le marché qui ne sont pas source d'impayés, et c'est bien sûr la méthodologie que je vous propose dans la suite de la vidéo. Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'impayés. Premièrement, plus de 50% des impayés sont des impayés ponctuels, comme je vous l'expliquais juste avant, sur un mois, le mois de juillet qui n'a pas été payé pour raison X ou Y, et ensuite le locataire se remet à payer au mois d'août et au mois de septembre, etc., etc. Deuxième catégorie d'impayés, c'est ce qu'on appelle les impayés de charges. Ce sont des gens qui règlent correctement leur loyer mais qui ne payent pas les charges correctement, que ce soit les charges pour le propriétaire quand il s'agit d'une monopropriété ou les charges de copropriété quand il s'agit d'un immeuble collectif. Ces charges de copropriété, elles sont appelées soit par trimestre, soit par semestre, soit même par année dans certaines copros, en fonction des dépenses vraiment réalisées, régulées en fin d'année. Et parfois, quand il y a eu des travaux, l'ascenseur qui a dysfonctionné, le ménage qui a coûté plus cher que prévu, eh bien certains locataires se retrouvent un petit peu dans la difficulté et ne peuvent pas assurer les charges qui leur incombent. Enfin, troisième catégorie d'impayés qui représente la plus petite partie, qui est ce qu'on appelle les impayés chroniques, qui sont des personnes qui ne vont pas payer le mois de juillet comme ceux d'avant, sauf qu'ils ne vont pas non plus payer le mois d'août, ni le mois septembre, ni tous ceux d'après en fin de compte. Maintenant que vous connaissez ces catégories, sachez qu'il y a deux seules et uniques raisons pour lesquelles quelqu'un ne vous paierait pas le loyer qu'il vous doit.
Premièrement, à cause d'une augmentation des coûts, que ce soit la révision du loyer que vous allez appliquer, qui est indexé lui aussi sur l'inflation, mais aussi une augmentation des coûts de l'énergie, le chauffage, l'électricité, l'eau, les assurances. Bref, le loyer ou la vie qui va autour qui coûte de plus en plus cher. Ou alors, deuxième alternative, c'est une diminution des ressources du foyer. Imaginez quelqu'un qui travaillait, qui est licencié, une famille avec des parents qui divorcent, ou tout simplement un problème de santé qui oblige un indépendant, un artisan à s'arrêter de travailler et qui se voit diminuer sa quantité de revenus. Tout ça peut mener mécaniquement au même résultat que la première raison, c'est-à-dire une difficulté à payer ses charges, ses dettes, ses crédits. Alors maintenant, devant un impayé, quelle que soit la catégorie en fin de compte, quelles sont les options qui s'offrent à vous ? Choix numéro 1, celui que je vous conseille le plus souvent, trouver une solution amiable. Quand il s'agit d'un impayé qui a été loupé sur le mois de juillet uniquement et que les paiements ont bien repris par la suite, je vous conseille le plus possible d'essayer de mettre en place un calendrier de paiement avec le locataire, qui en général n'est pas de mauvaise foi, qui essaiera de régulariser le maximum. À vous de lui proposer un étalement sur 2 mois, sur 3 mois, sur 4 mois, sur 6 mois, en lui proposant pourquoi pas la signature d'un avenant en bail qui va contractualiser un petit peu l'accord que vous allez passer avec lui. Deuxième solution, si vous en avez la possibilité, c'est de résilier le contrat de bail à sa date d'anniversaire. Tous les 3 ans pour des locations non meublées, tous les 1 an pour des locations meublées. Mais attention, il y a des règles assez strictes. Il faut prévenir le locataire en avance avec un courrier accusé de réception. Et si jamais vous vous trouvez dans la trêve hivernale, il se pourrait que le locataire, s'il ne trouve pas d'autre logement, n'ait pas la possibilité de partir. Enfin, troisième solution, vous pouvez tenter de menacer le locataire. Le menacer d'une procédure judiciaire, d'une mise en recouvrement auprès d'un huissier de justice, d'un signalement à la CAF, à son employeur, à la Banque de France. Bref, il existe plein de menaces différentes et c'est peut-être une deuxième étape que vous pouvez utiliser si jamais vous êtes face à un loyer impayé. À titre personnel, c'est quelque chose que j'essaie d'utiliser le moins souvent possible, mais parfois avec des impayés récalcitrants, un petit peu irrespectueux sur les bords. Le fait d'agiter le signalement à la CAF, tout simplement la prévenir que vous êtes dans une situation d'impayé, et comme le locataire a en général d'autres aides et pas que celle au logement, cela le mettra dans une situation très délicate et il trouvera une solution par X ou Y moyen pour reprendre le paiement. Enfin, quatrième solution, vous pouvez punir le locataire. Et c'est quelque chose qui se voit notamment dans les grandes villes, même si c'est 100% illégal. Couper l'eau, couper le contrat d'électricité, arrêter le ménage des parties communes. Bref, vous pouvez le sanctionner par un manque d'investissement de votre part. Mais sachez que c'est quelque chose qui est complètement illégal. En tant que propriétaire, on pourrait vous reprocher de ne pas avoir effectué des réparations de plomberie ou un store qui est cassé que vous n'avez pas réparé. Et le fait de boycotter un locataire est quelque chose qui bien souvent en plus ne fonctionnera pas. Cinquième solution qui s'offre à vous, vous pouvez faire sortir le locataire par vos propres moyens. C'est ce qu'on appelle une reprise sauvage du logement. Vous allez rentrer à l'intérieur quand le locataire n'y est pas, mettre l'ensemble de ses affaires sur le palier ou sur le trottoir, faire sauter le barillet de la porte, changer le barillet, rajouter une nouvelle serrure et c'est parti, l'appartement est libéré. Sachez là aussi que cette reprise sauvage de votre appartement, même si vous en êtes propriétaire, est complètement illégale. Vous n'avez pas le droit de rentrer chez un de vos locataires sans son autorisation, et ce parce qu'à partir du moment où vous avez signé un contrat de bail avec lui, c'est toujours chez vous quelque part, mais c'est aussi chez lui. Enfin, sixième option qui s'offre à vous, d'entamer une procédure légale avec un huissier de justice ou un avocat afin d'engager une procédure au tribunal de votre secteur, et ce afin de procéder à l'expulsion du locataire dans un délai défini qui est malheureusement assez long. Pour aller un petit peu plus loin dans cette démarche, qui sera probablement celle que vous allez emprunter si vous avez un souci de loyer impayé chronique, vous avez d'abord ce qu'on appelle une phase pré-contentieuse, puis ensuite une phase contentieuse. Dans la phase pré-contentieuse, vous allez d'abord constater que le loyer a été impayé, avec à minima 1 mois de retard. Par la suite, vous allez tenter une négociation, et si aucun accord n'est trouvé et que le paiement ne reprend pas, à ce moment-là, vous pourrez envoyer à votre locataire un commandement de payer, qui sera délivré par un huissier de justice, afin d'informer le locataire qu'il est dans une situation d'impayé de manière officielle et que vous, en tant que propriétaire, vous vous réservez le droit d'effectuer n'importe quelle démarche nécessaire auprès des juridictions compétentes pour retrouver le dit loyer qu'il vous doit. À partir du moment où 2 mois se sont écoulés depuis la réception de ce commandement de payer, ce qui déjà fait assez chier, on va pas se mentir. Votre avocat ou votre huissier de justice va pouvoir procéder à l'assignation au tribunal de votre locataire afin d'en discuter devant un juge et notamment de réclamer la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. À partir du moment où votre conseil a mobilisé les juridictions compétentes, il faudra attendre encore 2 mois avant d'avoir la convocation et que enfin vous arriviez au tribunal pour dire « Monsieur le juge, je n'ai pas été payé, ce n'est pas normal, je souhaite résilier le contrat » et vous en avez tout à fait le droit au vu de la clause résolutoire
qui est maintenant incluse dans la quasi des baux que vous pourrez trouver sur internet. Il va donc y avoir une audience où le juge va vous interroger vous et notamment votre difficulté, payer votre crédit évidemment, mais aussi les difficultés du locataire, perte d'emploi, divorce, difficultés sociales, handicap, pauvreté. Puis ensuite il va rendre ce qu'on appelle une décision de justice, qui peut être de deux ordres. Premier chemin qu'il peut emprunter, c'est la résiliation express du bail. Et ça va être possible si vous n'êtes pas dans une période de trêve hivernale, donc dans les mois d'hiver, ou si le juge estime que le locataire est de mauvaise foi ou malhonnête. À ce moment-là, il n'aura aucune clémence. Deuxième solution, le juge estime que la personne a eu effectivement des difficultés imprévues auxquelles elle ne peut pas faire face, et à ce moment-là, elle va proposer un calendrier de paiement. Par exemple, Madame X, qui a accumulé 1600 € de dette auprès de Monsieur Moirou, va prendre l'engagement, suite à cette décision de justice, de payer cette dette de manière mensuelle pendant l'année qui suit la décision. À ce moment-là, si le paiement se passe bien, vous êtes obligé de garder le locataire à l'intérieur du logement et puis d'accepter l'argent. Si jamais il y a un défaut de paiement, à ce moment-là, la clause d'expulsion sera immédiatement prononcée et on reviendra à la première alternative qui s'enclenchera complètement. Si cette première alternative ou la deuxième finit mal parce que le locataire ne paye pas et qu'on revient à la première s'engage, à ce moment-là, le préfet, obligatoirement en passant par un huissier de justice, va envoyer ce qu'on appelle un commandement de libérer le locaux à votre locataire, qui lui laisse un délai, encore une fois, très long et interminable de 2 mois pour libérer l'appartement ou trouver une solution pour aller ailleurs. Et par la suite, encore une fois, deux chemins, soit la personne a conscience que ça va mal se finir et donc décide de quitter l'appartement, ou alors elle fait volte-face, décide de ne pas le quitter, et à ce moment-là, on sera obligé de faire appel à la force publique et donc de demander ce qu'on appelle un concours afin que des policiers viennent directement enlever le locataire de chez vous. Sachez ici qu'en termes de dispositions légales, à partir du moment où le concours de la force publique a été demandé par votre conseil, l'État a 2 mois pour mettre à votre disposition des forces de l'ordre qui vont vous aider à récupérer votre logement ou qui vous est dû de droit. Et si les 2 mois sont dépassés, sachez que votre conseil a la possibilité d'engager la responsabilité de l'État et c'est donc l'État français qui vous paiera tous les loyers que vous auriez dû toucher pendant l'occupation un peu sauvage du coup de votre appartement où le locataire aurait dû être expulsé. Avec ce très beau schéma, je pense que vous l'avez compris, la maladie du loyer impayé est une maladie chronique qui se soigne mal, qui en plus est contagieuse, donc évitez de commencer à avoir des loyers impayés. Et comme toute maladie chronique qui se soigne mal, c'est beaucoup plus pertinent d'agir en amont de celle-ci dans ce qu'on appelle de la prévention. Et quand on parle de prévention et de loyer impayé, grosso modo, il y a 5 principes essentiels à respecter que je vous conseille d'appliquer pour éviter au maximum que ces situation vous concerne. Principe numéro 1, choisir son type d'investissement immobilier. Évidemment, si vous faites de l'habitation en longue durée, vous aurez un risque de loyer impayé qui équivaut à peu près à 3% à l'échelle nationale. Par contre, si jamais vous effectuez de la location courte durée, à ce moment-là, les gens payent avant d'arriver dans le logement. Il n'y a donc aucun problème de loyer impayé. Si vous réalisez des opérations d'achat-revente ou de découpe, à ce moment-là, il n'y a pas de location. Donc vous pouvez encore une fois faire de l'immobilier sans aucun impayé. Et enfin, si vous décidez d'investir dans des locaux commerciaux, des locaux professionnels, la loi est un petit peu plus cette fois de votre côté, d'autant plus que les commerçants ont beaucoup à perdre, et notamment leurs fonds de commerce, qui représentent pour la plupart une vraie caisse de départ à la retraite, si jamais ils décidaient de ne pas payer leur loyer, puisque vous pourriez les mettre dehors rapidement, mais ce qui leur ferait perdre une grosse somme d'argent. Principe numéro 2, investir dans un marché où il y a une forte demande locative. En fait, le vrai problème, c'est si vous mettez un logement sur le marché et que vous avez 1-2 personnes qui postulent pour le prendre. En réalité, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas choisir votre locataire puisque si vous ne les choisissez pas ou s'ils ont un dossier bancal, il y a de fortes chances que vous n'en ayez aucun autre et vous serez donc bloqué. Alors par chance, à l'échelle nationale en France, à l'heure où je tourne cette vidéo, on manque de logements quasiment partout. Mais malgré tout, il y a des zones dans lesquelles je vous conseille de ne pas investir, surtout si vous avez observé dans votre étude de marché que la demande locative est plutôt faible. Principe numéro 3, avoir une bonne cohérence prix-produit. En fait, quand vous allez mettre un appartement sur le marché, en fonction de sa taille, du nombre de mètres carrés et de la finition qu'il y a à l'intérieur, on peut dire qu'il a une valeur locative sous forme de prix de marché. Assez facilement d'ailleurs, vous pouvez vous rendre sur le site seloger.com et analyser les valeurs locatives de chaque mètre carré dans quasi n'importe quelle ville en France. Par exemple, chez moi, dans le sud de la Bourgogne, un mètre carré, en général, ça se loue 10 € du mètre carré, ce qui veut dire qu'un 70 mètres carrés qui est propre, correct, bien entretenu, se louera pour environ 7
700 € par mois de loyer. Si jamais vous décidez de mettre ce loyer à 1000 € par mois, vous aurez tendance à avoir des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens et qui donc tout ça vont favoriser des profils mauvais payeurs. Si à l'inverse, ce même appartement, vous décidez de louer à 500 € par mois, vous aurez plein de gens qui vont venir dans l'appartement mais qui n'ont pas forcément les moyens de le chauffer, de l'assurer et qui encore une fois vont provoquer un risque d'impayé plus important que si vous le mettez au prix du marché. Et c'est pour ça que dans l'immobilier, on ne gagne pas d'argent en augmentant son loyer, on gagne de l'argent en achetant moins cher. Principe numéro 4, le plus basique, sélectionnez correctement votre locataire. À titre personnel, j'ai une méthodologie qui est assez rodée. Déjà, je n'effectue pas une visite d'un appartement si la personne ne va pas envoyer un dossier locataire complet, où je demande les dernières fiches de paie, le contrat de travail, les garanties s'il y en a. Et en général, sur 10 personnes qui vous contactent, il y en a peut-être une ou deux qui vont envoyer un dossier locataire complet. Et tout ça, vraiment pour moi, c'est déjà une grande preuve de sérieux. Et ensuite, j'applique une règle de tri assez stricte que je vous invite à suivre également pour minimiser les candidats mauvais payeurs. Premièrement, il faut que la personne soit en CDI. En fait, c'est un petit peu comme un emprunt dans une banque. Plus vous avez un emploi stable, moins vous avez de risques de faire défaut sur le paiement du loyer. Maintenant, même si la personne est en CDI, il faut qu'elle gagne à minima 3 fois le montant du loyer, charges comprises. Évidemment, s'il y a 2 personnes que vous louez à un couple, j'additionne les 2 revenus et à ce moment-là, c'est un petit peu plus facile. Une personne qui gagne donc 1500 € net par mois en CDI pourra louer à Monsieur Moirou un appartement d'une valeur de 500 € charges comprises. Si tel n'est pas le cas, je demanderai automatiquement à la personne d'avoir un garant. Un garant qui, lui, gagne en rémunération 3 fois le montant du loyer charges comprises. J'applique également cette règle si la personne est en intérim ou si elle est sur un CDD qui va se terminer dans l'année qui suit. À ce moment-là, elle a beau gagner 3000 € par mois, si ses missions d'intérim s'arrêtent du jour au lendemain, elle ne pourra plus payer le loyer. Si ces 2 alternatives ne sont pas possibles, je vais demander au locataire d'effectuer un dossier sur le site visal.fr, qui est, on va dire, un cadeau fait par l'État français aux propriétaires fonciers, puisque c'est une garantie de loyer impayé qui n'a aucun frais pour le propriétaire, mais qui va se porter caution pour des locataires qui sont dans des situations sociales qui ont besoin d'aide et qui ont aussi besoin de trouver un logement, qui n'arrivent pas à en trouver parce que revenu insuffisant ou situation trop bancale. Et à ce moment-là, j'ai déjà activé des cautions Visal plusieurs fois. Dans les 2 mois, vous êtes payé rubis sur l'ongle et ce pendant une durée de 1 an. Et c'est même Visal qui s'occupe de faire la procédure d'expulsion contre vos locataires et vous n'aurez donc aucun frais d'huissier ou d'avocat à engager, ce qui est plutôt pas mal. Enfin, 4e option, si la garantie Visal n'est pas possible, c'est de mettre en place une garantie loyer impayé que je peux prendre à ma charge, mais que le locataire peut aussi prendre à sa charge sur tout un tas d'assurances comme Hulken.fr ou chez AXA, peu importe. Et ça vous permettra encore une fois d'avoir vraiment une garantie totale sur votre loyer. Et les amis, si ces 4 alternatives ne sont pas possibles, eh bien tout simplement, je ne loue pas l'appartement à cette personne. Enfin, principe numéro 5 pour éviter les loyers impayés, peut-être le plus important, toujours discuter autant que faire se peut. Croyez-moi, ça ne fait plaisir à personne de retrouver dans sa boîte aux lettres des courriers d'huissiers menaçants, des procédures, des convocations au tribunal. Que vous soyez cortiqué, par cortiqué, gentil, pas gentil, dans tous les cas, c'est quelque chose qui fait chier absolument tout le monde. Et dans 95% des cas, si vous avez un souci de loyer impayé, vous arriverez à trouver un accord amiable avec le locataire. Et encore une fois, dans la majorité des cas, ce n'est pas que le locataire ne veut pas vous payer le loyer, c'est qu'il ne peut pas vous payer le loyer. Donc après, soyez créatifs. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé de contrebalancer un loyer qui n'a pas été payé en échange de ménage qui peut être fait dans l'immeuble, par exemple, mais également un étalement en demandant au locataire de, voilà, il me doit 500 € de loyer, de me faire 5 chèques de 100 € que je vais encaisser mois après mois à partir d'aujourd'hui. Bref, essayez de toujours engager une discussion avec vos locataires. Prévenez, discutez avant de taper du poing sur la table avec un avocat ou un huissier de justice. Bref, vous l'avez compris, les loyers impayés, c'est quelque chose d'assez rare, même anecdotique, on peut dire, par rapport aux milliers de logements qui sont concernés par la location à l'échelle nationale. Cependant, il est important de savoir comment réagir face à un loyer impayé et comment faire pour éviter d'en avoir. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt, c'était Tim, ciao.